Bienvenue sur le podcast Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Ici, on explore la très vaste question de la place, en soi, dans le travail, dans le monde et dans ses relations. Mon nom, c'est Sophie Rioux, je suis executive coach et mentor. Je crois profondément qu'être à sa juste place, c'est prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Mon intention, avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ici, je vous proposerai de grandes prises de hauteur, des idées qui décalent et en fin d'épisode, des questions pour que les liens que je fais, vous puissiez les faire à votre tour, dans votre vie. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de la place qu'on occupe dans le monde et comment les lieux, les rencontres, les histoires qu'on se raconte et l'écriture peuvent nous aider à la trouver, cette place. J'accueille Florent Oiseau. Il vient de publier son 6e roman, Magloire, paru chez Gallimard. Magloire raconte la dérive d'un homme qui boit comme d'autres feraient des mots croisés. Il quadrille ses journées entre brèves de comptoir et magouilles décontractées. Il est mari, père, il est aussi détaché des grands élans existentiels qu'attaché aux petits détails qui font le sel de la vie. Un jour, sa fille, Lune, rentre de l'école et lui annonce qu'il est choisi pour jouer un rôle dans le spectacle de fin d'année de l'école. Peut-être le rôle de sa vie, c'est pas n'importe quel rôle, c'est le rôle d'une fée guérisseuse. Bonjour Florent. Bonjour Sophie. C'est quoi pour toi être à sa juste place ? Je vais découper la question en deux parties. Je crois que être à sa place dans sa tête, dans tous les endroits qu'on habite, c'est une fois qu'on a fait le calcul, ou plutôt le décompte des impératifs, des impondérables, des aléas, de toutes les choses qu'on ne maîtrise pas. Et qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on est quand même capable de dire « je ne changerai rien demain ». J'imagine à la fin de la journée, faire la liste des choses qu'on a subies et qui nous ont coûté, et en avoir le moins possible. Et il y a autre chose, pour prendre le truc un peu plus, être un peu plus bas de plafond, mais être à sa place, et aussi être à sa place géographiquement. Et je crois qu'on a, en tout cas moi j'entends souvent, j'aime pas Paris, j'aime pas Marseille, j'aime pas la ville, j'aime pas la campagne. Ça, je crois qu'on n'a aucune incidence là-dessus. J'ai l'impression que les lieux nous choisissent et qu'en fait, ils étaient là avant nous, ils seront là après, ils ont leur spécificité et on s'adapte ou on ne s'adapte pas, mais on est choisi par une ville. Moi, j'aime beaucoup Paris, mais je vais commencer avec quelque chose de très prétentieux, très sentencieux, mais je pense que c'est parce que Paris m'aime beaucoup. Et donc, Elle t'a choisi. Elle m'a choisi. Et ça m'arrange. Mais si un jour, c'est Nevers qui me choisit, et j'aurais pas tellement d'incidence là-dessus. Donc il y a géographiquement être dans l'endroit qui nous convient parce que cet endroit nous aime, et puis dans sa tête être à la bonne place, c'est être à l'endroit où je crois qu'on subit le moins possible. Et quand je dis ça, il y a aucune c'est pas un truc bourgeois, condescendant, de prôner absolument la liberté. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais je crois qu'il faut essayer de se battre pour qu'il y en ait le moins possible. C'était quand la dernière fois que tu t'es sentie vraiment à ta place ? Ce sont des moments qui m'arrivent globalement quand je suis en bande. Je suis pourtant très très solitaire. J'ai passé des milliers d'heures seul dans ma vie. Je crois que je connais personne qui a été aussi seul volontairement. Mais je suis aussi très entouré. Je suis très bande. J'adore fédérer. J'adore l'esprit d'équipe. En venant dans le métro, il y avait une fille dont les cheveux sentaient le monoeil et ça m'a tout de suite renvoyé dans notre colonie de vacances où on partait avec la mairie de ma ville. Et c'était des odeurs qui m'ont rappelé des colos à Saint-Brévin-les-Pins. C'est pas très exotique, mais on avait quand même du monoeil. Des moments, je fréquente beaucoup un bar dans mon quartier, qui est une sorte de village où tout le monde se connaît et qui est aussi une pièce de théâtre. Et je m'y sens à ma place. Je me sens à ma place quand je suis avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je suis à ma place avec les autres. Ça veut dire quoi pour toi, prendre sa place dans le monde ? Prendre sa place dans le monde, j'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de la décision.
Euh, mais c'est un domaine dans lequel je suis pas tellement expert. Parce que comme j'ai fait à peu près que ce que j'ai voulu de ma vie, en fait, j'ai même pas, ça, à aucun moment à aucun moment j'ai été courageux. À aucun moment j'ai été proactif, décisionnaire. C'est juste que je pouvais pas faire autrement. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la décision, mais comme j'en prends assez peu, si ce n'est celle qui consiste à faire que ce que j'ai envie de faire, euh, je saurais pas. On peut prendre sa place dans le monde en ayant envie de faire ce qu'on a envie de faire. Eh ben, ce sera ma réponse. Ok, partons là-dessus. Ouais. Alors, on est aujourd'hui dans un studio d'enregistrement qui est dans le 19e arrondissement de Paris. On est dans l'Est, un peu dans le voisinage des lieux qu'on retrouve dans tes romans. Je pense à la rue Popincourt dans le 11e, dans Les Feuilletons des arbres, la rue Paradis, dans Je vais m'y mettre, et puis les stèles du cimetière de Charonne, dans Ma gloire. C'est quoi ton rapport aux petits et grands espaces ? Là, on est uniquement sur l'aspect géographique. Prends ce que tu veux. Ok. T'aurais répondu quoi, toi? Tu meubles. Ok, ouais. Ok, je te laisse réfléchir, je réponds à ça. Moi, je crois que j'ai longtemps cherché ailleurs si j'y étais, avec un vrai goût pour les grands espaces, et que je découvre à quel point les petits espaces peuvent avoir beaucoup d'amplitude. Ah, c'est pas mal comme réponse. Mais elle est prise. Ouais. Donc toi, on t'a pas dit va voir ailleurs si j'y suis, on t'a dit va voir ailleurs si t'y es. Ou tu t'es dit... Ouais, je pense que je voir me ailleurs, suis dit. Ouais. Et tu t'y es trouvé? Tu disais? Là, ça devient pense technique, que- là. Ouais, je pense qu'il y a eu une rencontre en partant loin avec Ok. moi. Et maintenant, mon job, c'est de mettre cette géographie lointaine à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus économe, par ailleurs. Ouais, c'est vrai, ça peut m'arranger. Allez, à toi. C'est un critère. Ok. Alors, moi, figure-toi que j'ai longtemps cherché ailleurs si j'y étais. Trop facile, beaucoup Ok, trop mince. facile. Non, les petits, les grands, mais je suis pas obligé de faire je suis pas obligé de faire pareil. Non. Je vais partir sur complètement différent. Bah oui. Moi, j'ai toujours vécu en ville Mhm. et toujours dans des toutes petites surfaces. Ouais. Donc, mon rapport aux grandes surfaces, non, là, ce sera Rony 2. Non, je vais m'y perdre. J'ai l'impression que de vivre dans des studios, dans des 16 mètres carrés, ça m'a privé de rien. Parce que, justement, l'espace qu'il y a dans ma tête est tellement vaste, ce qui peut avoir l'air d'être un compliment ou pas du tout. Type qu'il y a beaucoup d'air dans sa tête. Non, mais il y a tellement d'endroits dans lesquels je peux voyager dans ma tête. Je crois que justement de vivre dans des petits appartements, de beaucoup m'ennuyer, d'avoir un confinement dans 17 mètres carrés. J'ai assez rapidement vécu seul dans des petits apparts, sans projet, sans fric. Donc j'avais pas le choix que de m'échapper autrement. L'écriture a servi aussi à ça, je pense, parce que je trouvais pas d'autre façon de m'en aller. Et je pense que si jamais j'avais eu 200 mètres carrés pour m'épanouir, j'aurais été paradoxalement beaucoup plus étriqué dans ma tête, parce que plus de possibilités, parce que plus de gens invités, parce que des soirées peut-être d'une autre ampleur. Et donc ce rapport à l'ennui vient aussi du fait que j'avais des endroits à conquérir dans ma tête et peu d'espace pour avoir autre chose à faire. Ouais, pas mal en fait, Elle tu est vois. très bien. C'est super. Ouais, c'était le temps que je réfléchisse un peu. De temps en temps, je vais t'envoyer... Allez, c'est moins spirituel que toi. Mais de temps en temps, on a le droit, ça, dans le cadre de l'interview, que je te pose des questions. T'as utilisé ton seul vocable. Ah ouais, ok, d'accord. Dommage. Ok. Et tôt. Ok, ouais. Lors d'une interview, t'as dit que tu pouvais pas écrire sur des lieux que t'avais pas rencontrés. C'est quoi un lieu qui t'inspire ? Tous les lieux peuvent m'inspirer. Je triche sur... Enfin, je triche. En tout cas, je prends pas mal de liberté quand j'écris à pas mal d'endroits. Je triche jamais avec les lieux. Parce que je trouve que ça se sent. Dans le cadre d'un précédent roman, j'avais besoin d'un chapitre. Dans ma tête, en plus, c'était même peut-être 2 chapitres qui se passaient à Gênes.
Et alors j'aurais pu faire du street view, j'aurais pu aller à la bibliothèque, regarder sur internet. Je sais pas si ça se fait encore d'aller à la bibliothèque pour voir à quoi ressemble une ville, mais bon, moi j'ai préféré y aller. En définitive, je suis rentré 5 jours plus tard avec 5 lignes. Ce qui, sur le plan financier, surtout quand on connaît la réalité d'un auteur, s'est avéré une opération catastrophique. Mais je sais que sur ces 5 lignes, la personne qui va lire ce passage va se dire « Ah, ok, lui, il connaît Gênes ». Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas... On trouvera jamais l'odeur du porc sur Internet. On trouvera jamais l'ambiance très particulière et très ambivalente du quartier du Pré, qui est une espèce de rue dans le centre historique, à la fois sublime et qui se coupe à un moment et qui devient totalement sordide et un coupe-gorge, comme j'en ai rarement vu, alors que c'est très bucolique, 20 mètres avant, des couples en polo blanc qui regardent l'immensité des bâtiments. Et ensuite, ça sent la bagarre, l'embrouille. Bon, c'est des petites choses comme ça. Et dans tous mes livres, quand il y a un lieu, je le connais. Si jamais il y a un square, le square, je le connais de jour, je le connais de nuit. J'y suis allé à toutes les saisons. Je triche pas avec les lieux. Ouais. Dans la première saison, j'avais interviewé Marie Coq, où on avait parlé des lieux, suite à la sortie de son bouquin Après le virage, c'est chez moi. Elle parlait des lieux réels ou imaginaires dans lesquels elle se sentait chez elle. Et notamment, elle connaît les paysages de Dune, le roman qui est adapté au cinéma. Est-ce que tu peux nous parler d'un lieu réel ou imaginaire dans lequel toi, tu te sens chez toi? Je vais faire d'autres réponses que les cafés et les bars. Encore que, quand à 18 ans, je suis parti travailler dans un hôtel dans le sud de l'Espagne. J'ai fait un peu de tout. Je travaillais au restaurant, à la plonge, à la réception. Ils m'ont mis au bar, mais ils ont vite compris que... Enfin, on m'a vite mis ailleurs. Et en fait, la première chose que j'ai faite en arrivant, je suis pas allé voir la mer alors que j'étais vraiment dans une station balnéaire à 10 minutes de Malaga, donc c'était très très facile de trouver la plage. J'ai tout de suite cherché un bar. Mais pas un bar, enfin, j'avais pas soif. J'ai tout de suite cherché un endroit. Parce que comme j'étais très jeune et que je partais à 3000 km de chez moi, dans un pays que je connaissais pas, enfin, ou peu, j'avais des notions d'espagnol, mais des notions de lycée. Euh, je me suis tout de suite dit qu'il me fallait une espèce de maison de protection. On était en coloc, mais on était beaucoup. Et c'était évidemment très chouette parce qu'il y avait plein de langues maternelles différentes à table. J'étais un peu dans l'auberge espagnole, quoi. Sauf qu'on n'était pas étudiant et qu'on faisait 48 heures semaine pour 444 balles logé nourri. Ce qui fait à peu près le SMIC estonien. Moins d'ailleurs même. Mais enfin bon. Et donc j'arrive dans cette ville et il y a un bar, je sens que ça va être celui-ci. Et je rentre, c'était une sorte de vieux poète irlandais qui tenait ça, moitié poète, moitié bourré. Il voit mon accent que je suis pas espagnol, il me demande d'où je viens, il avait un peu vécu dans le Lot. Donc hélas, il s'est senti obligé de me parler français pendant 8 mois alors que son français était mais cataclysmique, ça aurait été beaucoup plus simple en anglais ou en espagnol. C'est devenu un frère. J'ai habité dans cet endroit. Quand j'avais plus une thune à la fin du mois, il me faisait à manger. Lui, il habitait dans les montagnes de l'autre côté de Malaga et donc je le faisais dormir à la maison dans notre coloc. On avait un vieil Irlandais entouré de toutes ces jolies jeunes filles de 20 ans, dont je me considérais comme une jolie jeune fille de 20 ans aussi. Ma mère le connaissait et donc en fait, je savais que cet endroit, c'était une extension de ma maison et j'ai toujours cherché des choses comme ça. Dans ma vie de tous les jours, quand j'ai du temps, je cherche des endroits qui vont devenir les miens. J'adore ça. Il n'y a rien qui me rend plus fier que de me balader avec quelqu'un, ma mère, un ami, peu importe, et de serrer des pinces. Ça me régale. Ils me disent, quitte à ce qu'on me dise, au fait, t'as oublié de payer tes verres hier, enfin, quitte à ce que ce soit un peu des réprimandes. Mais le côté un peu débrouille, les interactions, ce sont des choses qui me régalent. Et ça, je les trouve dans les lieux qui abritent des âmes et du passage. Alors,
Alors Florent, t'es assis en face de moi dans Mhm. un fauteuil gris perle, une jambe C'est repliée, ça le gris-perle? gris foncé, ouais, une jambe Non, mais c'est repliée, classe. oui c'est plus Pardon, classe, excuse-moi. une jambe repliée sur l'autre, un pull gris. T'es arrivé ici comme on entre dans un endroit familier, avec la décontraction de ceux qui rayonnent sans se la raconter, et en t'intéressant aux gens, pour de vrai. Il y a de la densité dans ta présence, et en même temps quelque chose d'aérien qui fait un peu respirer les espaces liminaux. Un regard brun, doux, que je sens plus que je saisis, et c'est un regard qui circule, qui écoute les histoires et les silences. Et c'est ce regard qu'on retrouve dans ton écriture. Une écriture vagabonde et fulgurante, espiègle et mordante, sans jamais être superficielle. Le rythme ternaire est beaucoup trop vu. Toi, tu as le mouvement funambule. Par ta manière de modeler un relief poétique aux situations ordinaires, tu nous emmènes déplier des questions, des grandes questions de la vie, dans une laverie, un EHPAD ou un train couchette. Moi, j'ai l'impression que tes personnages et toi, vous avez un point commun, celui de la capacité de créer des rencontres passagères, mais avec une sensibilité profonde de l'instant. Toi qui as l'habitude d'être celui qui contemple et de mettre dans la lumière les gens de l'ombre, ça te fait quoi quand tu entends ça? C'est très joli, on pourrait presque s'arrêter là. Tout le reste sera superflu, là, on fera pas mieux, c'est très beau. Mais merci déjà, c'est très bien écrit. Il y a un petit truc, c'est que regard brun, je me suis battu à l'ambassade de Rome pour qu'elle écrive marron-vert. J'avais même pris, parce que j'étais bloqué à Rome et je devais rentrer, et donc j'ai même pris sa lampe de bureau, comme je me suis aveuglé avec, pour qu'elle daigne mettre marron-vert. Donc on va dire un regard Ok, on brun-vert. corrigera. Donc ça c'est bien au montage, n'hésitez pas, même avec une voix d'intelligence artificielle, c'est pas grave, mais c'est important pour le public de savoir qu'il est marron vert. Ça me fait quoi? C'est très agréable. Je me pensais beaucoup plus, je le suis à d'autres endroits, mais je me pensais beaucoup plus narcissique quand j'ai commencé à écrire. J'étais persuadé que j'allais adorer m'écouter à la radio, que j'allais adorer me voir à la télé. Bon, après ça, j'y passe pas très souvent, donc j'allais adorer me lire des retours ou qu'on me parle de mes livres. Et en fait, c'est très agréable. Je mesure la chance que j'ai de faire des choses qui suscitent des réactions ou des analyses ou des sentiments. C'est assez inespéré. Quand j'ai commencé à écrire et que j'ai vu les statistiques complètement impitoyables du monde de l'édition qui me promettaient 0,01% de chance d'avoir un contrat, je me disais, et je me rappelle, je m'imaginais toujours le même scénario. Je l'ai déjà dit en interview, mais je m'imaginais avoir un jour un lecteur que je ne connaissais pas ma mère ou un pote. Et je l'imaginais à Grenoble. Pas d'attache avec Grenoble. J'ai un peu été à Villard-de-Lans, mais et j'aime bien les ravioles du Dauphiné, mais bon, c'est quand même assez maigre. Quoique j'ai un souvenir avec Carole Montillet, je crois, sur des JO d'hiver, mais il me semble qu'elle est de Grenoble. Bon, enfin, et donc je trouvais ça totalement vertigineux. Je m'imaginais dans une réalité du quotidien, à savoir éplucher une carotte. C'est pas la chose qui m'arrive le plus souvent, mais en tout cas, c'est comme ça que j'imaginais la chose. Et pendant ce temps-là, à Grenoble, un type que je connaissais pas me lisait et ressentait des trucs, et je trouvais ça vertigineux. Je trouvais ça gigantesque, presque trop grand pour moi. Bon, il s'avère que j'ai quand même eu plus de lecteurs qu'un. La syntaxe de cette phrase à revoir, mais et pas qu'à Grenoble. Et je dis pas que je l'ai banalisé, loin de là. Mais en fait, je me rends compte que même sur quand je passe à la radio avec d'autres auteurs, ou que je suis invité dans des rencontres en salon du livre avec d'autres auteurs, une fois que j'ai fait 2-3 bons mots, que le public a rigolé, tout ça, moi presque le truc est fait, et je suis content quand c'est l'autre qui parle. Parce que ce qui m'empêche pas à certains endroits d'être bouffi de prétention, attention, je veux pas le faux modeste. Je me rends compte que je suis pas tellement
la lumière, en fait, ça me plaît pas trop. Fut-elle modeste, hein, mais je sais pas, j'accueille les compliments avec beaucoup de gratitude. Là, par exemple, au-delà des choses très laudatives à mon endroit dans l'introduction de cette question, ce que j'ai retenu, c'est que c'était archi bien écrit. C'est que j'ai vraiment trouvé ça beau. Mais j'aurais trouvé ça beau, même si ça parlait de quelqu'un que je connaissais pas, tu vois. Je sais pas si ça répond. Presque un détachement de... Ouais. Ok. Je sais pas trop expliquer, et surtout vraiment qui est pas à fin, quoi. Je crois vraiment que mon métier, en fait, c'est de raconter des histoires, mais... Et puis surtout, ce qui avait aussi fait que j'aimais pas trop m'écouter, c'est que j'ai quand même souvent été très mauvais, parce que je suis pas toujours capable d'expliquer pourquoi j'écris des livres. J'ai pas de... de plan en amont. Je sais généralement pas ce que je vais raconter d'une page à la suivante. Et il y a toujours quand le livre est terminé et que j'ai un peu de recul, bon alors ensuite je sais qu'il va y avoir du travail à nouveau avec l'éditeur, mais et que je me dis putain j'ai encore réussi, pour le coup sans par où je suis passé, tu vois. Je crois profondément que l'écriture c'est aussi ça, quoi, des grèves bancales, des passages souterrains, des choses qu'on maîtrise pas. Et, et pourtant je suis un bousillé, un obsessionnel de la relecture. Et quand je me rends compte que finalement j'ai pas tellement eu d'incidence sur le truc et que le livre est terminé, je me dis wow, ce métier est magique. Mais ensuite en parler, c'est presque plus mon taf, je trouve. Et pourtant, tu le Et là, fais bien. je suis très content de le faire avec toi. Quelle relation tu entretiens avec l'ordinaire? Tu parlais de la carotte tout à l'heure. Ouais. Tu prépares pendant que quelqu'un te lit à Grenoble. Et puis c'est aussi ce par quoi passent tes personnages. Beaucoup d'ordinaire et de poésie dans l'ordinaire. Mais toi, c'est quoi ton rapport à l'ordinaire? C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas quelque chose que je fuis. Euh, je sais que par exemple, toi, t'es une baroudeuse. En tout cas, t'as ça en toi. Moi, je l'ai pas en moi. Et, et je trouve que c'est une chance. J'ai un peu voyagé, je vais jamais très très loin, mais j'ai quand même vu des choses. Je suis parti, j'ai pris quelques risques, de moins en moins d'ailleurs. Euh, mais il y a quelque chose dont je suis très heureux, c'est d'arriver à me satisfaire de ce que le quotidien me charrie. Et là, j'adore les cimetières, j'ai jamais été au cimetière de Belleville. En sortant, je vais être trop content d'aller me promener au cimetière de Belleville. Et, euh, et on est en période de Ramadan, et donc je vais à 17h, il y aura personne pour manger des msemen, là où je vais les manger. Je vais être trop content de ne pas avoir fait la queue pour manger un msemen. Et, et en fait, c'est vraiment... je suis trop content quand je fais une rencontre et qu'elle compte pour moi. C'est des moments qui me rendent hyper heureux que quelqu'un devienne important dans ma vie. Et, je suis trop content quand je vois une interaction, je suis trop content quand on a un fou rire au bar. Je suis encore plus content quand c'est moi quand je suis à l'origine, ça c'est pour le côté. Et, et en fait, alors là ça va être très tarte. N'en fais surtout pas la phrase épinglée. Mais alors l'ordinaire, je trouve ça extraordinaire. Je t'interdis, Sophie, d'en faire la phrase épinglée. Parce que ça, on va faire la couverture de Voici un jour. L'ordinaire, c'est extraordinaire. Mais je le pense vraiment. Mm. J'ai retrouvé cette phrase, dont je sais plus du tout de quel bouquin elle est issue, mais je l'avais mise de côté pour le jour où je t'interviewais. C'est pas dans un de tes romans, c'est un roman que je n'ai pas retrouvé. Milan Kundera regrette la disparition des flâneurs dans nos sociétés et il rappelle un proverbe tchèque à leur propos. Il contemple les fenêtres du bon Dieu. Un tel homme est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré est frustré, s'ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Ça t'évoque quoi?
Donc il fait le distinguo entre le flâneur et le désœuvré. Mm. Peut-être que ce qui pourrait faire la jonction, c'est ce que Jean-Pierre Mariel appelle le traînard, avec une voix avec le art qui dure bien longtemps. Je suis pas persuadé que ce qui œuvre pour le désœuvrement soit le mouvement. Moi, je vois des gens très immobiles et très heureux. Et souvent, je trouve que la distance a meilleure presse que le point de départ. Moi, je suis pas de cela. Je pense que, en revanche, c'est la capacité, quand on se met en mouvement, à être captif de ce qui se passe. C'est se mettre en œuvre quand on va flâner, traîner, suivre un papillon ou un sac plastique, plutôt un sac plastique dans le 19e. C'est ce qu'on va en faire ensuite. C'est le plaisir qu'on y prend. C'est respecter que les choses vaines restent vaines. Et être émerveillé quand d'une promenade a priori banale, inoffensive, on en a retiré quelque chose. Mais je pense que je suis pas d'accord avec l'idée que, si c'est bien de ça dont il s'agit, mais que le désœuvré, il lui manque le mouvement. Le désœuvré, il lui manque le mouvement qui est dans sa tête pour appréhender ce qui va se passer devant lui. Et le personnage de ton dernier roman, c'est plutôt un flâneur ou plutôt un désœuvré? Et je crois que selon les saisons, selon ce qui se passe dans son foyer, dans sa vie perso, il est tantôt l'un et tantôt l'autre. Disons qu'en plus de ça, il est en proie à une addiction qui change le paradigme selon qu'il a bu 3 verres ou qu'il en a bu 25 la veille. Selon qu'il commence à être doucement grisé et qu'il est très heureux ou qu'on est le jour d'après et qu'il s'est esquinté. Ça joue beaucoup. Ouais. J'ai te proposé de lire quelques lignes de ton livre qui illustrent sans doute un peu le propos. Tiens. Merci. Donc oui, ça c'est une scène, belle transition, c'est une scène au bar. Ce soir, comme la grande majorité des autres, l'ambiance est légère. On discute de la paternité d'un coup à payer, on fait circuler des informations que personne ne vérifie. Mitterrand a tué Coluche et Balavoine. Des solitudes se croisent, badinent, et l'alcool n'a pas tout le mérite. Quand on dérive sur une autre route à côté de sa vie, la moindre victoire redessine tout. Elle bouleverse les perspectives. Et paradoxalement, il est plus facile de trouver de l'estime de soi quand on passe son temps à échouer, à n'être pas choisi, pas regardé, pas retenu. Il suffit d'un bon mot, d'une main sur l'épaule, d'un triomphe de rien du tout, un sourire rendu, un verre offert, un compliment inoffensif. T'en as une belle liquette. L'important réside probablement ici, dans le fait de savoir que la victoire est possible, peu importe le domaine et chacun son échelle. On n'éclabousse pas tous à grande ampleur, mais chaque jour qui se lève cache peut-être un triomphe, alors on s'y accroche. Je m'entends raconter ça à un type qui n'a rien demandé, je lui dis ma seule gloire c'est ma fille, mais en dehors de ça je passe à côté de tout, je n'ai d'incidence sur rien, je ne produis pas de choses éminentes. J'attends, je ne sais pas si je cherche un trésor ou si je l'ai perdu, je bavarde, c'est décousu. Ma fille, la nuit, la quête, l'absence de quête, je commande un verre, et ces horloges qui n'ont pas mon temps, et le reste. J'ai sauté une phrase. Merci. Je t'en prie. Le titre, Ma gloire, c'est à la fois l'attachement à une renommée qui s'est un peu fait la malle et aussi le mérite fantasmé. C'est quoi, toi, ta définition de la gloire? Une page Wikipédia. Moi, je sais que ça s'est joué là, en tout cas. Merci beaucoup à la personne qui l'a créé. Pourquoi une page Wikipédia? Pour moi, c'était ce qui faisait star quand j'étais jeune.
Et maintenant que tu es un Ah, peu moins jeune? ouais, ça on coupera aussi. C'est encore ça. Hein, t'as une page Wikipédia, t'es une star. Donc non, c'est la gloire, c'est peu importe ce qu'on laissera. euh, une œuvre, un tableau, une progéniture, des souvenirs. euh, c'est la façon dont tout ceci nous survivra. En tout cas, pour moi, c'est ça. Mais ça peut être une postérité minuscule. Il y a un bar à Livry-Gargan où il y a un type qui a une plaque à son nom. Il est mort depuis longtemps. Moi, je l'ai même jamais rencontré. Bah ça, pour moi, c'est une gloire absolue. Le type est poussière depuis 35 piges, mais il a sa plaque dorée comme s'il était psychiatre. Et marqué La Canette. Terminé. Pour avoir pas d'autres infos. Les canettes. C'est une gloire aussi. Mm. Magloire, c'est aussi la vedette du cimetière de Charonne. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage dans le roman et aussi de nous parler de la fascination du personnage principal pour Magloire? C'est c'est un tout petit cimetière. Je crois que c'est le plus vieux cimetière de Paris et le deuxième plus petit. Ou alors le plus petit et le deuxième plus vieux. Mais bon, c'est quand même un cimetière qui a déjà un certain CV quand même. Et on y échoue globalement par l'opération du hasard ou parce qu'on a lu mon livre ou parce que quelqu'un nous a donné l'adresse. Mais il est assez caché. Et j'ai tout de suite aimé m'y promener. Il y a plein de chats livrés à eux-mêmes qui ont élu domicile là. C'est vraiment tout petit. Il jouxte le Père-Lachaise. Et ce qui est rigolo, c'est que le Père-Lachaise fait 42 hectares et lui en fait 0,42. Donc il y a une sorte de petite passerelle entre les deux. Et dans ce cimetière, tout au fond, il y a une stèle hyper imposante. Et sur cette stèle, la statue d'un homme, visiblement ravi de tout ce qu'il a accompli. Et donc en m'approchant, j'ai regardé l'épitaphe. Et l'épitaphe dit ici repose François Bègue, dit Magloire, peintre en bâtiment, philosophe, homme du peuple, poète et secrétaire de Robespierre. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce CV absurde, déjà on dirait le mien. Et je dis mais ça ne veut rien dire. Enfin c'est et donc j'ai fait des recherches. Euh, Et très vite, je suis tombé sur le fait que c'était visiblement une sorte de mythomane absolu. Robespierre n'a jamais fait mention de lui nulle part. Magloire serait, selon les différentes sources, un chaman, un dandy, un rebouteux, un mec qui bossait dans un atelier juste à côté. Et j'ai dit ok, ça c'est pour moi. Et donc j'avais déjà commencé mon histoire. Et je crois que j'aurais été capable de parler de ce... Je l'avais déjà évoqué dans un précédent livre, mais très rapidement, en 3 lignes. Mais là, je crois que j'aurais été capable de mettre cette histoire de façon totalement gratuite, un peu en patchwork. Sauf que ce que j'ai découvert m'a emmené à des endroits que j'espérais pas. Et il y a des passerelles évidentes entre mon personnage principal et, et ce vieux mythomane alcoolique lui aussi, décédé il y a plus de 200 ans. Et ça c'est génial, c'est magique. Tu nous parles un peu de la fascination justement de ce personnage principal pour Magloire au point d'aller à Montbard mener l'enquête. Euh, je crois que c'est un homme qui a besoin de s'inventer des vies, des objectifs pour remplir ses journées. C'est une façon de repousser les attaques insidieuses du quotidien et de chasser le drame qui plane au-dessus de son foyer. Et il a ça en fait à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il fait une rencontre, à chaque fois qu'il privilégie l'absurde ou l'anodin à ses obligations plus profondes de père, de mari, d'homme.
Donc il y a à la fois, ce que je disais tout à l'heure, parfois je me promène parce que j'ai suivi un papillon, c'est de cet ordre-là. C'est c'est voir quelque chose qui occulte le reste. Euh, et c'est de l'ordre aussi du déni. C'est là que ça se joue, hein. Déni de quoi? De ce qu'il est et de ce qu'il devrait faire. Et ce qu'il devrait faire, c'est trouver un métier, arrêter de boire et aller faire une échographie du foie. Bon, le problème, c'est que là, le roman, déjà, il est chiant. Euh, et j'aurais pas grand-chose à en dire. Euh, Ça permet de repousser tout ça. Ça permet Mm. de... J'ai un type dans le bar que je fréquente, qui est au bar tous les jours, du matin jusqu'au soir. J'ai jamais vu boire un café, hein. Mais quand tu demandes ce qu'il fait là, il est jamais venu boire un coup. Une fois, je l'ai retrouvé dans un autre bar où je le voyais pas souvent. Je dis, bah alors qu'est-ce que tu fous là? Il était bourré au dernier degré, un très bon ami. Il me dit, il me fallait un oignon. Et là, il sort un oignon de sa poche. Je dis, mais t'as en bas de chez toi un endroit où tu peux acheter des oignons? T'as une épicerie en bas de chez toi, un Franprix? Enfin, ouais, mais je préfère les oignons d'ici. Bon, bah, il y a toujours quelque chose. À une époque, il y avait un vague problème de réseau dans son appartement. Donc, dès qu'il avait des coups de fil à passer, mais il pouvait juste descendre et les passer ou aller les passer au parc. Et donc, tu le retrouvais à 2 heures du matin, totalement torché, parce qu'il avait dû passer un coup de fil. C'est à la fois somptueux et hyper triste. C'est pareil. Je crois qu'il y a des moments où on a besoin de subterfuge. Mm. Mm. Quand ton personnage part faire l'enquête, il part la faire avec sa fille, Lune, qui est assez désarçonnante de clairvoyance, malgré ses 10 ans. Et dans Magloire, les rôles des adultes et des enfants sont inversés, notamment le personnage de Lune et de son père, elle qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus lucide. En atelier d'écriture, on dit souvent, en tout cas je t'ai entendu le dire, que la langue donnée au personnage doit sonner juste, elle doit sonner de leur âge. Et là, pourtant, ça marche. C'était quoi le langage de Florent Oiseau quand il était petit? Très très axé sur Florent Oiseau déjà. Non mais je me suis beaucoup interviewé. Ok. J'étais déjà prêt à recevoir des distinctions, un Ballon d'Or, un César. J'avais pas trop pensé au Goncourt, mais de toute façon je crois que j'ai de la marge. Mais Euh, tu as eu un prix littéraire il n'y a pas très longtemps. ouais, ouais, c'est La première édition. Tu seras le premier. Jamais. exactement. Là, à l'heure où nous parlons, ce prix littéraire, personne d'autre l'a gagné. Alors que les Goncourt, il y en a quoi, 120 qui l'ont? Voilà, interrogez-vous les mecs. Euh, Donc la langue du petit Florent. j'ai parlé assez vite. J'ai des grands frères avec qui j'ai pas mal d'écart. Et donc je pense que j'ai très vite voulu interagir, vanner moi aussi, être là, exister. Donc je crois que j'ai une scolarité très compliquée pour diverses raisons. Euh, mais au niveau du langage, ça allait. J'avais pas mal de réparties, de tchatch. Je crois que j'aimais faire un effet avec ça, avec les mots, déjà. D'ailleurs, ma mère avait consigné une sorte de recueil et notait toutes mes observations d'enfants de 2 à 5, 6 ans. Et ce qui est génial, c'est que bon, ça fait maintenant longtemps que je suis tombé dessus et que je les ai lus, mais c'est que je me suis dit, ok, j'ai pas tellement changé en fait. Dans l'idée, dans certaines images, je continue de voir la même chose et le monde à peu près de la même façon, je crois. Donc bon, j'étais pas un gamin érudit, quoi. On se disait pas, waouh, c'est dingue ce qu'il m'a raconté sur la physique quantique. Mais il y avait, je pense, quand même une certaine vivacité, mais que je dois au fait d'avoir, j'étais seul face à 4 adultes presque quand j'étais petit, donc et je voulais en être. Ton personnage, dans Magloire, il habite pas franchement son corps. Déjà, il s'évade dans l'alcool, ce qui est la meilleure manière de fuir son corps. Mais même dans sa sexualité, il est pas vraiment là. Il y a quelque chose de distancié dans ses errances et d'automatique dans son quotidien. Il lui manque quoi, ton personnage, pour se sentir dans son corps?
Euh, je m'interroge assez peu sur le... Enfin, oui et non, en fait. J'allais dire sur le rapport au corps, mais non, j'allais me tromper dans ma réponse. C'est pas parce que je ne vois pas leur visage à mes personnages et que je vois pas les choses qui leur manquent sur le plan charnel. Lui, son corps, il occupe déjà là, quand même la majeure partie du temps à le saborder. Je crois que c'est dur ensuite à cette enveloppe de lui trouver une autre fonction, une autre utilité, voire une autre source de plaisir quand on passe autant de temps à tout saccager. Euh, Probablement que s'il rendait son corps disponible plus souvent pour autre chose, il saurait se l'approprier à nouveau. Euh, mais là, il est trop encombré. Il est trop encombré. Rendre le corps disponible à autre chose. Mm. On va parler un peu d'écriture. Allez. Est-ce que l'écriture, elle t'aide à prendre ta place dans le monde? Je vais faire cette réponse avec un proto. Une carafe. Est-ce que l'écriture, elle m'aide à prendre ma place dans le monde? Ouais. Ou en d'autres termes, est-ce que tu aurais pu prendre ta place dans le monde? Donc, en quoi elle aurait été différente si tu avais fait autre chose qu'écrire des livres? Bah, j'ai quand même assez vite senti que pour moi, le salut viendrait de là. J'avais parfois, quand je parle avec des auteurs en rencontre croisée, ou que je les écoute d'ailleurs à la radio, je les entends souvent dire, et je crois profondément en leur sincérité, qu'ils ont tout sacrifié, qu'ils ont tout jeté dans le feu pour écrire. Moi, j'ai rien jeté dans le feu pour écrire. Et j'avais pas d'autre option. Il y avait rien qui me faisait envie. J'ai pas fait d'études, donc j'aurais pu, à la rigueur, m'engouffrer dans un cursus scolaire et puis monter dans un train, puis dans un autre. Mais j'avais même pas ça. Tous les jobs que je trouvais, qui étaient donc fatalement des jobs alimentaires, je les gardais pas. J'en aimais aucun. Dès qu'un patron me parlait mal, il n'était plus mon patron et j'étais plus son employé. Sauf que parfois, j'exigeais une espèce de politesse ou d'admiration alors qu'on me demandait de nettoyer les chiottes ou de servir une table. Euh, Et j'étais incapable de me résoudre à ça. Euh, j'ai souvent été au service des gens, et il y a des gens adorables, mais dès qu'un client, peu importe l'endroit, avait l'impression que j'étais son larbin, très vite, enfin, le taf, je le gardais pas, quoi. L'écriture, ça m'a permis de... En fait, j'ai toujours été à peu près convaincu que j'allais faire quand même quelque chose d'important dans ma vie. Je le dis avec plus de pudeur que la phrase ne laisse supposer. Euh, je crois qu'écrire un livre, ça veut pas dire publier un livre. Écrire un livre, ça veut pas dire en vendre. Et écrire un livre, ça veut pas dire écrire un bon livre. Mais écrire un livre, c'est déjà un accomplissement énorme. Et à 25 ans, j'en avais pas eu beaucoup. Je crois que ça m'a permis de légitimer, entre guillemets, cette confiance que j'avais, que quelque chose allait se passer. Et ça a apaisé aussi certaines angoisses par rapport à l'après, j'imagine. Quelque chose allait désormais pouvoir attester que j'avais été là. Et ça, c'est un réconfort absolu. Et pourtant, ce roman, aujourd'hui, je le trouve potache, gratuit. On dirait, je sais pas, c'est du niveau d'un pomme d'api, quoi. Un pomme d'api sous acide, mais... Ah, j'en ai écrit des bons après, mais je veux dire, les premiers me... Mais par contre, ça a déverrouillé plein de choses. Justement, donc tu as écrit 6 romans. Quel regard tu portes sur les premiers et comment ton écriture elle a évolué au travers de ces 6 romans? Le premier, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais il est plein d'oralité.
chose gratuite, facile. Mais je l'aime quand même parce qu'on dirait pas trop un premier roman. On dirait un mauvais 10e roman. Je vais m'y mettre, le Ouais. premier. Le 2e est raté. Le 3e... D'ailleurs, il enterrera le titre, c'est ça? oui, voilà. Exactement. Parce que souvent, quand je dis ça, c'est celui que je vends le plus après en salon. Quand il y a une rencontre avec 20 personnes, je dis, ah, celui-ci, je le déteste. Et après, les 20 viennent m'acheter celui-ci. Je dis, mais bon. Donc, je vais peut-être le dire de livres que j'aime bien maintenant. Mais je te dois mon honnêteté totale. Non, à partir de mon 3e roman, en fait, je me suis rendu compte que j'avais publié 2 romans et que c'était formidable. Mais que finalement, j'en aimais aucun des deux. Et je dis pas que je faisais ça à la légère. Mais je pense que je le faisais quand même avec la désinvolture qui me caractérisait beaucoup à l'époque. Moins maintenant, c'est encore un peu. Et, donc, oui, bon, bah, j'ai envoyé une moitié de manuscrit à un éditeur et ça le fait. Bon, en plus, il y a des gens qui en parlent un peu. On m'en demande un deuxième. Sauf que bah, je me suis dit, ouais, mais en fait, il n'y en a aucun qui m'en... Et donc, j'ai été beaucoup plus exigeant ensuite. J'ai voulu chasser tout ce qui était gratuit. J'y suis pas arrivé, hein. Encore maintenant d'ailleurs, mais je sais que j'ai pas forcément travaillé différemment dans ma manière d'opérer. Euh, c'est toujours chez moi, c'est toujours dans mon lit, c'est toujours sans stimulation extérieure. Euh, c'est toujours une période d'écriture assez courte, de production pure, c'est 30-40 minutes. Ensuite, 8 heures de sieste. Et puis, éplucher ça, faire un travail d'embaumeur, de médecin légiste, vraiment, où je polis le texte. Puis le lendemain, écrire 30 minutes, dormir, retravailler ce que j'ai écrit la veille et le jour même pendant des heures et des heures. Et donc ça, j'y apporte toujours la même exigence. Mais je crois aussi que comme tous les métiers, c'est un métier qui s'apprend, dans lequel on progresse. Et qu'au fur et à mesure, j'ai compris quels livres je voulais écrire et laisser. Qu'est-ce que tu pourrais jamais écrire? Faut se méfier de ça. Qu'est-ce que je pourrais jamais écrire? J'ai l'impression d'être à l'abri d'un truc d'autofiction. Mais Faut jamais dire jamais. ouais, j'insulte pas l'avenir. Peut-être qu'à 90 ans, j'aurais quand même envie de tout raconter, tout déballer avant de m'en aller. Moins que ce soit avant 90 d'ailleurs. Et je pourrais pas écrire un truc pour les autres. Bon, après, pareil, ça dépend combien combien on me propose. Si on vient avec une énorme valoche, pleine à craquer, peut-être que... Non, mais en fait, disons que j'ai choisi quand même aussi ce métier parce que c'était celui qui me semblait m'offrir le plus de liberté. Et que ça, c'était obligatoire pour moi. Et donc, j'ai envie d'exercer ce métier en respectant les raisons qui ont fait que je l'ai choisi. Donc, un truc où je me sens obligé, un truc qui me plaît pas. En fait, si j'ai l'impression de faire un taf, comme j'ai pu en faire de plus jeune, j'y vais pas. Je t'ai parfois entendu être mal à l'aise quand on te parle de l'humour dans tes romans, comme si c'était le commentaire qui pliait le game et qui faisait courir le risque de passer à côté du roman. Qu'est-ce que l'humour te permet dans l'écriture? Parce qu'il y en a. Un moment de ma vie, ça a dû me permettre de... Mais c'est peut-être même encore ça. Je pense que ça m'a souvent permis de penser que je jouais pas trop à l'écrivain. C'est pour ça que j'aime bien aussi Déjà, j'aime les ruptures de ton. J'aime que dans un même paragraphe, on puisse avoir un peu envie de pleurer et envie de rire. Mais généralement, quand j'ai envie de faire rire ou de déplacer le curseur, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que t'as là avec tes considérations existentielles là? Vas-y, reprends-toi. Mets une petite peau de banane, mais je pense que c'est de la pudeur. Je crois que t'aimes bien la série Code Quantum. Alors ça, c'est une référence pour ceux qui sont nés entre 80 et 90 ou ceux qui ont des aînés.
Si tu pouvais habiter un autre corps, à une autre époque, pour améliorer le cours des choses, qu'est-ce que tu choisirais? Il faut que j'ai en plus une incidence? Ah, c'est une question. Ok. Le dernier épisode est dingue. Le dernier épisode est dingue. C'est un des trucs les plus émouvants que j'ai eu de ma vie. Si je devais aller dans le passé, j'essaierais en 2006. Parce qu'en fait, j'ai pensé un moment répondre. Je ferai une alerte à la bombe au Bataclan le 13 novembre pour que tout le monde s'en aille. Bon. Le problème, c'est qu'il y a tellement de. Donc, je vais choisir quelque chose un peu moins important. Je dirais d'une quelconque façon, mais j'essaierai d'être en contact avec David Trezeguet en 2006 quand il rate son penalty contre l'Italie et lui dire mais-en un tout petit peu moins. Parce que là, tu vas l'envoyer pleine barre. Ou peut-être que je dirais à Zidane, fais gaffe, on va insulter ta sœur très fort, mon Zizou. Tu sais que c'est une femme formidable, comme toutes les femmes. Ne craque pas. Tu vas probablement avoir envie à un moment de mettre un coup de boule dans le plexus. Pense à moi. J'essaierai d'arranger cette. Et en fait, même pas. Parce que cette blessure qu'est la finale perdue en 2006, c'est peut-être le souvenir de sport le plus fort que j'ai, et c'est une défaite. Et je pense que c'est déclinable à plein de choses dans la vie. Il y a beaucoup pour paraphraser un titre du philosophe Charles Pépin, il y a beaucoup de vertus dans l'échec. Donc j'irais plutôt sauver une vie de quelqu'un qui aurait fait des grandes choses. J'irais sauver Jeanne d'Arc. Ok. Ou non, quelqu'un d'autre peut-être. J'irais sauver. J'irais sauver David Trezeguet. Je reste là-dessus. Mm. Tu as donné pas mal d'interviews, notamment depuis la sortie de Magloire. Quelle question t'as pas posée, mais que tu aurais aimé qu'on te pose? Mm. Et après, tu vas me la poser? Bah oui. Ah, quelle merde. Quelle question J'aime assez être surpris par les questions. Mais ensuite, non, il y a peut-être des questions que j'aimerais qu'on me pose pas. Euh, Des questions que j'aimerais qu'on me pose et qu'on m'a pas posées. J'aimerais bien parfois qu'on me pose plus souvent la question de la réalité financière des auteurs. Et j'aimerais bien de temps en temps qu'on me dise vous gagnez combien sur un livre à 20 euros? Tu gagnes combien sur un livre à 20 euros? A priori, je gagne 2 euros. Ce qui est le cas pour tous les auteurs. Hein. Je crois que Jean d'Ormesson, après 50 ans de carrière à Saint-Germain-des-Prés, on l'appelait Monsieur 16%. Ce qui était apparemment des sommets. Donc c'est le cas pour tout le monde, d'à peu près 8, 10, 12, peut-être ils sont... Voilà. Le truc, c'est que pour toucher ces 2 euros, on les touche pas dès le premier livre vendu. 80% des livres en France se vendent à moins de 2000 exemplaires à peu près. C'est un an de travail, parfois plus. Bon, vous faites 2000 fois 2 euros, 4000 l'année. Voir si vous l'avez écrit en 2 ans, 2000 l'année. Il faut adorer la littérature. Mais le problème, c'est qu'en plus, pour toucher 2 euros de droits d'auteur par livre vendu, il faut avoir remboursé son avaloir. L'avaloir, c'est ce qu'on touche quand on rend un livre. Et ça, par contre, cette somme, elle est pour nous, peu importe le destin du livre. Qu'on en vende un à un type à Grenoble ou 1 million, cette somme est pour nous. Sauf que pour le rembourser, l'avaloir, vu que 80% des livres se vendent à moins de 2000 exemplaires, c'est très compliqué. Donc généralement, vous ne touchez pas d'argent sur un livre. Voilà. Et il y a une espèce de, je crois, de fantasme collectif où on imagine l'écrivain comme une sorte de bourgeois qui flâne le menton en l'air et qui a le temps de s'interroger, de se poser des questions pendant que les autres sont dans les RERB pour aller bosser. J'en ai fait des jobs précaires. Il est sublime ce métier. Mais c'est c'est probablement le plus difficile que j'ai fait. Et pourtant, j'ai beaucoup de gens, y compris dans mon entourage, qui considèrent que c'est pas un métier.
Mais le jour où on me verra à la fenêtre chez Drouot avec des journalistes, là peut-être, parce que c'est souvent assimilé pour que ce soit un métier à l'argent, à la récurrence ou à une forme de starification. Si on me voyait à la télé, là on se dirait ah oui ok. Mais en règle générale, on considère que c'est un passe-temps. D'ailleurs souvent on le demande qu'aux auteurs ça. Ok, t'écris des livres, ok super. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Alors peut-être que les gens n'ignorent pas la réalité financière des auteurs et qu'on se dit bon bah comme c'est impossible d'en vivre ou très difficile, cette personne doit faire un autre métier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'imaginaire que ok ouais, c'est un passe-temps, c'est chouette, comme de la peinture à l'huile quoi. Mais ton vrai métier, qu'est-ce que c'est ? Mon vrai métier, mon copain, c'est que j'écris des romans. Je t'ai proposé de venir avec un texte qui parle du thème de la place. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Florent ? Je vais nous lire. Merci beaucoup. Un passage assez court qui se passe à la fin du livre. Mais je ne peux pas trop en dire parce que pour la première fois, c'est un livre dans lequel, scénaristiquement parlant, il se passe des choses. Je pense que tu peux en témoigner. Tu l'as lu, tu as été estomaqué par tous ces rebondissements, non ? Moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai écrit dans ma... Ah oui, non, mais ça, tu m'as fait une pub démentielle. Mais je veux dire, tu m'as déjà fait des pubs démentielles, y compris pour des livres où il ne se passait rien, où on n'était pas tellement surpris par le dénouement. C'est tout l'art. Y a-t-il besoin d'avoir d'immenses rebondissements pour être captivé par un roman ? Pas forcément, mais là, on a les deux. Mais donc, je peux pas tellement expliquer les circonstances de ce passage, mais en tout cas, c'est à la fin du livre. Il y a nos rôles et ceux qu'on aimerait incarner. Le dilemme, c'est le même pour tout le monde, occuper une place ou en convoiter une autre. Laisser une légende ou un souffle, ne rien dire ou mentir, enfouir ou garder. On se raconte des histoires, elles nous offrent un répit ou un écran de fumée, la possibilité de décider un peu, de tricher sur le scénario. Il y a la réalité et la vie qu'on aurait pu avoir, entre les deux un courant d'air ou l'univers, et à la fin, globalement, on a fait ce qu'on a pu. Merci Florent. J'espère que l'écoute de cet épisode vous aura fait vous sentir à votre juste place et vous donnera envie de lire ou de relire Florent Oiseau. Et si possible, achetez-le en librairie indépendante. Ça leur fera toujours beaucoup de bien. Tu fais bien de préciser. Merci Florent. Merci à toi, c'était super. Et tu m'as posé un moment la question sur quelle question j'aurais voulu qu'on me pose, à peu près toutes celles que tu m'as posées aujourd'hui. Super, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser mettre un peu plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Si cet épisode a résonné pour vous, vous pouvez le repartager sur vos réseaux, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve lundi, dans 15 jours, pour le prochain épisode d'Une place à soi. À très bientôt.